Bien, Nicolas, tu es prêt? Oui, Oui. Bien, je pense que nous allons pouvoir ouvrir la séance. Bonjour à toutes et à tous et à ceux qui vont nous rejoindre. Donc, je m'appelle Claire Sourbès et je suis la référente adhésion pour l'Intec en appui des présidents de région. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Abgral, jeune chef d'entreprise en économie de la construction et qui a rejoint l'Intec en tant qu'adhérent en décembre dernier. L'objet de ce WebTech, devenir chef d'entreprise en économie de la construction, et de partager avec toi, donc Nicolas, ton retour d'expérience, et ce, en 45 minutes. Donc, quelques règles d'usage concernant ce WebTech. En fait, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros et caméras afin d'éviter toute interférence. Et nous allons donc pouvoir commencer. Durant ces 45 minutes, durant ces 45 minutes, nous aborderons les sujets suivants. Premièrement, donc nous intéresserons à toi, Nicolas. Ensuite, nous évoquerons l'importance de bien se connaître, d'être bien entouré, en lien avec la célèbre citation de Socrate, « Connais-toi toi-même ». Puis, nous évoquerons l'importance, le capital compétences professionnelles, qui fait partie évidemment de cette motivation quand se lancer dans le monde entrepreneurial. Et enfin, du côté administratif, nous verrons ensemble, donc avec toi, à titre indicatif, les étapes incontournables de la création d'entreprise que tu as pu activer. En fin de séance, donc, nous aurons une série de questions que Charline Piffreau posera. Questions que vous pouvez poser par l'intermédiaire, la solution du chat. Nicolas Abgral, donc, concernant ta présentation, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours académique et professionnel de début de carrière? oui. Déjà, bonjour à tous. Alors, j'ai réalisé un BTS études et économie de la construction à Saint-Brieuc. Puis j'ai démarré dans un bureau d'études en région Bretagne, à Quimper, pendant 6 ans et après à Paris. Et là, les 7 dernières années, j'étais économiste au sein d'une agence d'architectes ingénieurs à Paris. Bien. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois dirigé en fait si jeune vers l'économie de la construction? Est-ce le goût pour les chiffres ou alors si bien une histoire de famille? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous révéler? Alors, ça a été un choix, on va dire, tardif après le bac. C'était suite à une réorientation et différents stages dans le bâtiment, en tant qu'assistant ouvrier du bâtiment et aussi un lien avec un grand-père qui était maçon. Ouais. Du coup, en ce début de carrière, est-ce que tu peux revenir sur le chantier qui t'a le plus marqué, dont tu es le plus fier, et puis nous raconter un petit peu peut-être ce passage de la Bretagne vers Paris, disons? Alors en fait, j'ai pas forcément de chantier préférentiel aujourd'hui. C'est vrai que j'ai en souvenir le plaisir du premier projet réalisé en Bretagne. C'était des logements. Ensuite, j'ai eu faire des extensions de RP, de cantine scolaire. Et après, ça a été un choix, on va dire, raison personnelle que je suis arrivé sur Paris. Et c'est vrai que ce qui a marqué, on va dire, un changement, c'est la réalisation de salles de spectacle, d'hôtels à plus grande échelle, on va dire, sur Paris. Donc, le futur dirigeant d'entreprise a la nécessité de bien se connaître et de savoir si il a l'esprit de leader. Il faut savoir qu'en 2020, la création d'entreprise a connu un certain engouement, puisqu'il y a en somme, il y a 840 000 créations d'entreprises. Donc, le futur dirigeant doit en fait faire un travail d'introspection sur lui-même pour savoir s'il est capable de relever des défis. Il doit notamment mettre à profit 3 sortes de compétences, à la fois professionnelles, managériales et commerciales.
En somme, le portrait type du dirigeant, c'est d'avoir un savoir-être, un savoir-faire, un pouvoir-faire. De façon générale, dans quel état d'esprit, Nicolas, il faut être pour prendre la décision de créer sa propre, de se mettre à son propre compte? Alors mon état d'esprit, c'était un envie de nouveauté, de créer et de développer ma propre structure avec une vision, on va dire, du métier d'économiste. Ouais. Si on peut avoir ton ressenti également sur le fait de qu'est-ce qui a fait que tu sois passé donc du statut de salarié à chef d'entreprise en fait. En fait, ça a été une longue réflexion. C'est vrai que j'ai eu un questionnement déjà sur moi-même et également sur le métier, entre voilà, les points positifs, négatifs, entre les deux. Et c'est vrai que après, ce qui m'a fait avancer, c'est me dire le plaisir d'être chef d'entreprise et de mettre en place et monter sa propre structure pour qu'elle grandisse dans de bonnes conditions. Et c'est aussi d'aller dans une direction, un développement que l'on choisit avec une organisation de projet, une méthodologie, un type de projet qu'on met en place. Et à quel moment tu as eu le déclic, enfin peut-être la passion déjà pour ce métier qui arrive, enfin. La passion, on va dire, pour ce métier, je l'ai depuis le début, on va dire, voilà, de ma carrière et depuis ma formation. Et c'est vrai que ma réflexion a démarré en début d'année 2020. Et la période de confinement a été aussi propice pour cette réflexion. Et j'ai fait le choix, 6 mois plus tard, de me lancer. Et le déclic, c'est quand on se sent prêt à se lancer et que les idées sont claires. Bien. Donc, une fois qu'on se connaît bien, donc on a pris la décision, il est nécessaire, bien évidemment, pour s'installer en économie de la construction, donc de maîtriser les missions donc, qui sont listées ici. Donc, des missions qui sont référencées sous le code APE du 7490A, qui aura son importance, vous verrez par la suite. Donc, te concernant, est-ce que tu peux revenir sur ton métier et sur les missions que tu exerces actuellement et éventuellement sur tes domaines d'intervention, que ce soit en marché public ou en marché privé? Alors, je continue sur, dire, de la même manière que ce que je faisais en tant que salarié, c'est sur de l'économie de projet principalement, au sein d'une maîtrise d'œuvre. Et je fais quelques missions d'assistant maître d'ouvrage pour vérifier les estimations. On va dire c'est adapté au démarrage de ma société avec mes moyens actuels. Et je propose également sur des réponses sur de l'économie des projets à réaliser aussi la mission OPC sur des chantiers de petite taille qui pour moi est la suite logique de l'économie en conception. Après, à moyen terme, c'est pour moi l'intervention auprès des entreprises par rapport à l'établissement de maîtrise des devis est aussi un objectif. L'autre point, c'est oui, marché privé, marché public. Aujourd'hui, vu que ma société est créée depuis fin 2020, c'est vrai que je travaille plus en marché privé qu'en marché public. Malgré tout, je m'interdis pas de répondre sur les marchés publics, de faire des candidatures, parce que ça me permet d'avoir des nouveaux contacts, des nouveaux partenaires, que ce soit architectes, ingénieurs, structures, fluides, acouστiciens, j'en passe. Après, ce qui est délicat en marché public, c'est qu'au démarrage, c'est vrai que dans les candidatures, il est demandé systématiquement la déclaration de chiffre d'affaires, les qualifications et les références qu'au démarrage, on n'a pas, voilà, on ne les a pas. Bien. Je vous signalerai au passage que l'Intec a développé un MOOC éco donc sur la connaissance des métiers de l'économiste de la construction et que vous pouvez retrouver donc sur le site www.economistconstruction.com. Tu as souhaité revenir donc sur évoquer ce guide des 52 missions d'AMO pour vos projets. Donc, guide qui a été coécrit entre l'Intec et Sinov. Donc, quels en ont été les apports pour toi? Enfin, je te laisse l'expliquer. Alors, c'est vrai que ce guide est utile, on va dire, pour les divers intervenants du bâtiment. C'est pas uniquement pour les économistes, c'est également pour les maîtrises d'ouvrage. Euh, pour ma part, ça m'a permis de bien définir les missions, on va dire le contenu des missions en tant qu'assistant maître d'ouvrage, et également de pouvoir répondre aux besoins des clients, parce que chaque besoin est différent.
Par exemple, ça m'a permis de répondre à une candidature sur une mission d'assistant maître d'ouvrage, et une vérification d'estimation des phases concours aux phases APD. Voilà, c'est une mission spécifique en économie. Et ce guide explique bien aussi les missions d'AMO, que ce soit généralistes ou spécifiques. Donc c'est vrai que sur certaines missions d'AMO qui demandent vraiment beaucoup de spécificité, il y a besoin de partenaires en complément pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Bien, passons désormais donc aux étapes incontournables donc de création de l'entreprise, à savoir la première étape donc concerne le business plan, donc en ayant fait au préalable une étude de marché ou un préférentiel, un provisionnel financier. Est-ce que tu considères que cette étape est indispensable? Comment tu t'y es pris en fait dans cette première phase en fait de création d'entreprise? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors pour cette partie business plan, je me suis inscrit sur le site de la Chambre de commerce euh, pour déjà voilà, avoir accès à tout le contenu d'un business plan, comprendre, après m'informer également. Après pour rien vous cacher, j'ai pas complété chaque thématique du business plan. Ma priorité c'était de réaliser un prévisionnel sur la première année, euh, d'être de pouvoir définir tous les frais que j'aurai à la création. Et après, par la suite, pendant la première année, que ce soit les frais d'assurance, d'expert comptable, voilà, et de loyer. Et c'est vrai qu'au démarrage, voilà, j'ai pu compter également sur mon ancien employeur qui m'a permis de continuer sur des projets en cours, ce qui m'a permis de faciliter, on va dire, faciliter pardon, ce prévisionnel sur la première année. Car il faut quand même du temps au démarrage des projets quand on crée sa société, le temps de faire des candidatures, le temps de faire des nouveaux contacts avec des architectes, de faire des faisabilités, des esquisses, que les budgets soient validés par les clients. C'est vrai que le temps que nos missions soient aboutissent et soient facturées, il faut un certain temps. Donc ça, il faut le prendre en compte au démarrage. Bien. Au passage, donc vous pourrez vous inspirer du business model Canvas, donc c'est une série de questionnements donc pour bâtir le modèle économique de votre structure. Choix numéro 2, donc enfin, l'étape numéro 2 concerne les statuts juridiques, qui est c'est non négligeable et car il y a des enjeux à prendre en compte tels que la protection sociale, la responsabilité du dirigeant, éventuellement au niveau plan fiscal. Donc ici sont listés la plupart des statuts que je retrouve au sein de l'Intec. Pour toi, Nicolas, comment tu as procédé? Enfin, est-ce que tu as eu affaire à un conseil juridique ou comment l'expert comptable éventuellement t'est venu en aide? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors c'est vrai que j'ai pas mal questionné, on va dire, mon entourage, des chefs d'entreprise, et aussi je me suis fait assister par un expert comptable sur cette partie-là pour avoir un avis. Parce qu'au départ, j'étais dans l'idée de continuer en tant qu'auto-entrepreneur, mais je me suis vite rendu compte que ça limitait au niveau des réponses aux candidatures, notamment en marché public. Donc le passage en société était important. Après, j'ai écarté assez rapidement les entreprises personnelles ou individuelles pour m'orienter plutôt sur une société avec associés, parce que je souhaite voilà avoir un échange, même un esprit critique, et pour pouvoir avancer correctement dans une société. Donc mon choix s'est limité entre SARL et SAS. J'ai eu des conseils qui m'ont conseillé SARL, d'autres SAS. C'est vrai que le choix final a été fait avec l'expert comptable, où la SARL, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus cadrée, organisée, et stricte dans le développement. Après, il faut pas oublier qu'on peut transformer une SARL en SAS. Moi, je me suis plus, voilà, j'ai choisi la SAS pour ce choix de pouvoir faire évoluer plus facilement la société, et également à un moment donné de pouvoir être assimilé en tant que salarié au sein de ma propre société et d'avoir la protection sociale, ce qui est différent pour une SARL.
Bien. Ensuite, donc, pour exercer donc, cette profession, il s'agit de choisir un local. Donc, il y a possibilité d'exercer à votre domicile. Également, pour ceux qui habitent dans des villes moyennes, donc pourquoi pas aller sur des espaces de coworking. Et enfin, sinon, le local classique avec un bail 369. De ton côté, ben, sur quel choix tu t'es porté et est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors, je me suis porté sur un espace partagé. J'ai pris un bureau sur un espace partagé avec des architectes d'intérieur, paysagistes. Euh, En fait, j'ai vu en fait, on m'avait conseillé de voir des annonces qui sont sur le site de l'Ordre des architectes. Et après, en fait, c'est par intermédiaire de mon entourage que j'ai, voilà, appris qu'il y avait une place de libre sur cet espace-là. Je voulais absolument séparer mon, mon milieu professionnel avec mon domicile, pas être au quotidien à mon domicile, parce que bon, on l'a quand même vécu pendant le confinement avec le principe de télétravail. Et en fait, l'idée, c'était de continuer également avec un entourage professionnel lié au bâtiment qui permet d'avoir des échanges au quotidien. Donc pour moi, l'espace partagé était la meilleure option. Après, l'espace de coworking, il y a plein de possibilités sur Paris sur des espaces de coworking. Après, voilà, c'est un espace, on va dire, éphémère. Et ça permet, on va dire, principalement, moi, les espaces de coworking sont utiles également pour avoir des salles de réunion si sur l'espace partagé, la salle de réunion n'est pas libre. Oui. Donc également donc la recherche de financement donc qui est une étape assez importante. Donc à savoir qu'il y a deux types de financement, le financement propre, l'apport personnel, bien évidemment, et ainsi que les financements externes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller taper aux portes des chambres de commerce et d'industrie, des régions éventuellement, parce ils proposent des aides aux jeunes créateurs d'entreprises. Comment tu as appréhendé cette phase de recherche de financement? Est-ce que tu as fait appel à l'expert comptable? Quel conseil t'a-t-il donné ou est-ce que Alors, en tu peux fait, nous expliquer? c'était au tout début, déjà dans l'établissement du prévisionnel en lien avec le business plan. Déjà, j'avais défini, on va dire, mes frais au démarrage, que ce soit en informatique, logiciel. Et après, c'est vrai que l'expert comptable m'a fait un rendez-vous pour définir les frais qui allaient arriver par la suite, que ce soit à la création et en termes d'obligations juridiques. Donc moi, pour ma part, c'était un financement propre parce que c'est vrai qu'en tant qu'économiste, au démarrage, on n'a pas forcément besoin d'un financement élevé comparé à d'autres métiers où il y a des financements plus lourds à engager dès le démarrage. Mais dans tous les cas, ce financement-là se posera pour moi la question également dans le développement, notamment dans l'investissement et l'embauche également de salariés. Dans le cadre de financement externe, pour ma part, voilà, le conseil, c'est de bien vérifier sur les aides qu'il peut y avoir la liste des bénéficiaires. Et enfin, donc l'avant-dernière étape, donc c'est la période, enfin des démarches administratives un petit peu. Donc un conseil d'aller auprès des centres de formalité des entreprises, donc de votre CCI de proximité. Euh, Te concernant, comment tu as procédé pour cette démarche de création? Lors de notre entretien préparatoire, tu nous parlais que tu avais fait appel à une plateforme en ligne. Est-ce que tu peux y revenir, enfin, présenter cette solution? Alors, j'avais eu le conseil, on va dire, de faire mes démarches en ligne. Ça a été aussi un échange auprès de l'expert comptable parce qu'il le proposait pour la création de la société. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui plusieurs plateformes qui proposent voilà, de réaliser les démarches en ligne en lien avec des banques. Euh, voilà, moi je suis parti avec une plateforme qui est associée à une banque en ligne. Le point positif pour moi, c'était que je pouvais voir en direct le suivi de mon dossier, l'évolution. Il y avait aussi une assistance qui était proposée par la plateforme, par mail ou par téléphone et qui répondait voilà, dans les 24 heures. Et c'est vrai que cette démarche-là a été facilitée avec cette plateforme parce qu'il y a tout un processus, toute une organisation dans la constitution du dossier qu'ils ont, voilà, qui est en ligne.
notamment sur le choix du code APE, la proposition de statut type. Après, les statuts, c'est voilà quelque chose quand même de particulier. Donc les statuts type, voilà, je les ai fait quand même relire par l'expert comptable pour avoir un avis extérieur. Il y avait aussi le sujet du bail du local où il fallait que ça soit indiqué le nom de l'entreprise, voilà, au démarrage. Euh, donc pour moi, ça a été un point positif de faire toutes ces démarches-là, sachant que mon immatriculation a été obtenue sous les 2 semaines après le lancement de la démarche. Euh, donc j'ai continué avec cette plateforme-là pendant à peu près un mois et demi avec leur assistance. Et après j'ai arrêté pour tout basculer auprès de l'expert comptable, que ce soit le suivi de la comptabilité et tout ce qui est obligation juridique, notamment la commande des registres, qui était également proposée par la plateforme. Il faut savoir que ce type de plateforme propose aussi un suivi pareil de comptabilité en ligne et d'obligations juridiques, mais pour cette partie-là, j'ai préféré rebasculer voilà, avec l'expert comptable qui gère la totalité. Bien. Je citerai sur le code d'activité, donc qui est des économistes de la construction, donc qui est bien le 7490A, et donc il y a son importance parce que vous verrez par la suite que vous pourrez obtenir une meilleure prise en charge de vos formations, contrairement au code d'ingénierie par exemple. Et donc du coup, il est préférable, afin d'insister auprès de l'INSEE, d'obtenir ce code-là. Enfin, J'ai dernière étape. j'ai juste oublié, Claire, de préciser aussi le lien avec Oui, la banque en ligne, parce que c'est vrai que la plateforme réalise toutes les démarches pour la création. Et à un moment donné, il y a un basculement aussi avec une banque en ligne qui permet le dépôt de capital, la validation du dossier, et après on revient vers la plateforme pour finaliser voilà, le dossier et l'envoi au greffe. Donc pour moi, ça c'était aussi un plus que les deux soient liés pour pas, voilà, pour éviter des démarches supplémentaires. donc en somme, il y a une plateforme que tu conseilles éventuellement, puisque ça a bien facilité les démarches. En Oui. somme. D'accord. Ultime donc étape, donc c'est le démarrage de l'activité en somme. Auquel il y a deux actions, enfin des actions à court terme hein, et puis à moyen terme à mener. Donc il faut penser à ouvrir bien sûr un compte professionnel, mettre en place des logiciels pour comptable ou pour gérer vos devis puis propositions d'honoraires. Donc souscrire bien sûr des assurances professionnelles, ARC décennales. Donc éventuellement vous pouvez faire appel à l'Untech parce que nous pouvons vous mettre en contact avec des courtiers en assurance qui sont basés à la fois sur la région parisienne et en province. Et également, bien évidemment, si vous n'avez pas encore fait appel à un expert comptable, c'est le moment. Après, donc en deuxième temps, il faut penser donc à créer et éventuellement mettre en place un site internet pour assurer votre visibilité et pourquoi pas créer une page pro sur LinkedIn. Enfin, donc choisir de rejoindre à terme donc le réseau des économistes de la construction, l'Untech, et également choisir de qualifier votre cabinet auprès de l'OPQTech, donc l'organisme de qualification des économistes de la construction. Donc, Nicolas, quel est ton ressenti sur cette dernière étape? Est-ce que tu as d'autres points à rajouter? Tu voulais peut-être faire appel à quelques notions des points de vigilance, peut-être. Je te laisse Ben, c'est vrai que la cette parole. ultime, voilà, l'ultime étape, ça a été voilà, l'obtention de l'immatriculation de la société qui a vraiment marqué le démarrage. Après, moi, je me suis appuyé sur voilà, courtier en assurance et expert comptable. Le courtier en assurance pour faire le lien avec les assureurs et proposer voilà, différents devis comparatifs. Et également l'expert comptable pour tout ce qui est tenue de la comptabilité et les obligations juridiques au démarrage avec comme j'ai dit précédemment, la commande des registres. Euh, L'autre point, c'est oui, l'inscription à l'Intex, ça a été une suite logique pour moi. Et également, là c'est en cours, c'est voilà, la création de la page
entreprise sur LinkedIn. La création du site internet, ça viendra voilà, plus tard dans l'année. Le temps, on va dire, de développer et de créer des références. Et également la qualification au PQTech qui est quand même important pour moi à moyen terme. Et c'est vrai que les points de vigilance, voilà, je les ai un peu cités dans le déroulé. C'est oui, le choix du code APE. C'est vrai qu'il y a plusieurs choix de code APE suivant l'activité qu'on souhaite réaliser. Mais pour ma part, c'était 100% économie de la construction, donc le code 7490A. Je préfère bien attention sur le bail du local qui est indiqué le nom de l'entreprise, parce que c'est vrai que moi, j'ai pris un local à mon nom personnel au tout début, donc il n'y avait pas indiqué le nom de l'entreprise qui était demandé pour le dépôt de capital. La commande des registres obligatoires, dès l'immatriculation, qui est important également, parce que c'est vrai que j'ai eu des retours où certaines entreprises petite taille l'ont pas forcément commandé, n'ont pas été conseillées lors du dépôt du dossier. Et après, sur les aides à la création, bien vérifier la liste des bénéficiaires pour vérifier qu'on a droit à ces aides ou pas. Bien. Nous sommes bons dans le timing, donc maintenant nous allons pouvoir aborder le temps des questions. Donc n'hésitez pas. Donc je vais, Charline, est-ce que Oui, bonjour à tous. Alors, c'est le moment de poser les questions. N'hésitez pas directement à les mettre dans le chat. Et du coup, je pourrais les poser à Claire et à Nicolas directement. Donc, c'est le moment d'utiliser l'outil du chat pour pouvoir poser vos questions. C'est à travers cet outil qu'on pourra y répondre et les traiter au fur et à mesure. Alors, nous avons une question de Marion. Avez-vous envisagé le portage salarial, Nicolas? Alors pour rien vous cacher, je ne sais pas ce que c'est le portage salarial, pour être Sinon, vous pouvez, précisé. Marion, nous donner un peu plus de précision sur qu'est-ce que le portage pour vous salarial? Hmm. Sinon, en attendant quelques précisions, est-ce que d'autres personnes voudraient poser une question? Bonjour Lionel. Alors, donc une question de monsieur Célier Maxime. Comment fais-tu pour trouver de nouveaux clients ou partenaires, Nicolas? Alors c'est vrai, c'est par un intermédiaire déjà du réseau LinkedIn, qui est déjà quand même important en termes d'échanges et de contacts. Ensuite, c'est comme voilà, je l'ai indiqué, c'est sur les candidatures en marché public, c'est d'appeler notamment les euh, les architectes ou bureaux d'études pour monter des équipes en réponse à des candidatures, et ce qui permet de se faire connaître et au fur et à mesure, on va dire, les personnes vous rappellent pour vous consulter sur des projets, que ce soit en privé ou en public. Pour ma part, voilà, j'ai limité, on va dire, mon intervention. On dit qu'on intervient sur la France, mais pour l'instant, sur les candidatures, j'interviens principalement sur l'Île-de-France et la Bretagne. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, il y a une précision par rapport à Marion nous donne une précision. Donc, le Oui, statut salarial est profession et activité indépendante, mais nos clients payent directement la société de portage. ouais, en fait, j'ai regardé en même temps sur Internet. C'est vrai que j'ai pas du tout, je connaissais pas ce principe de portage salarial et non, je me suis pas du tout tourné vers ce principe-là. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, une autre question de Lionel. Concernant les contrats, est-ce que tu as des difficultés suivant les missions? En fait, les difficultés, c'est notamment en lien avec peut-être les architectes ou même les clients, c'est on va dire les habitudes de chacun. Euh, Par rapport au contrat ou même les propositions d'honoraires dès le démarrage, pour moi, ce qui était important, c'est de définir en détail les tâches que je vais réaliser et les livrables. Voilà. Et après,
oui, le sujet contrat et c'est également en termes de prix, d'être cohérent par rapport aux confrères. Mais en termes de contrat, j'ai pas eu d'autres blocages, notamment administratifs, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, une autre question de Johan. Bonjour, pourriez-vous nous indiquer quel est l'objectif de chiffre d'affaires que vous êtes fixé pour la première année, si c'est possible? Alors pour la première année, c'est en lien également avec l'assureur, parce que c'est vrai que l'assurance demande dès le démarrage l'objectif de chiffre d'affaires sur la première année. Eux, ils m'ont indiqué un minimum de 50 000 euros sur la première année. Donc, mon objectif est entre 50 000 et 100 000 sur la première année, pour être clair. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette précision. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment, voilà, s'il y a des questions sur le code APE, sur des démarches administratives, voilà, si vous êtes vous-même en train de créer votre société et que vous avez des interrogations sur telle ou telle démarche, vous pouvez demander directement à Nicolas des petits, voilà, des petits conseils. La présentation vous sera envoyée par mail. Il y aura aussi un replay si vous le souhaitez pour vous revisionner quelques parties. Mais voilà, le temps d'échange. Merci Damien, voilà, merci pour cette présentation. Merci Damien pour votre participation. Alors n'hésitez pas, on est encore dans le timing pour les questions-réponses. Alors une autre question de Marion. Le coworking est-il votre principale source de vos apports d'affaires? Alors en fait, oui, actuellement, je suis sur un espace partagé avec d'autres architectes d'intérieur et paysagistes. C'est vrai que ça a été, c'est pas ma principale source d'apport d'affaires, mais c'est une des sources. Merci Nicolas. Une autre question de Johan. La situation Covid que nous connaissons ne vous a-t-elle pas inquiété pour le lancement de votre société? Ah, si, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, ma réflexion a démarré en début d'année 2020. Il y a eu le premier confinement où c'est vrai que j'ai pu avoir le temps de réfléchir comme tout le monde. Et j'ai pris ma décision que dans à l'été 2020, et c'est vrai que ça a été un peu une hésitation vis-à-vis de cette situation-là, Covid. Après, mon choix a été acté quand j'ai vu, on va dire, le redémarrage de l'activité dans le bâtiment. On peut voir que quand même, le secteur du bâtiment a été un des premiers à redémarrer après le confinement. Merci beaucoup. Une autre question de Maxime. Qu'utilises-tu comme logiciel pour les chiffrages et la gestion? Alors comme logiciel, donc je suis sur AutoCAD et Revit en lien avec les architectes. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas investi sur un logiciel spécifique de type Attic Plus. Après, sur ma gestion, c'est géré directement par l'expert comptable. Moi, j'ai juste un suivi, un tableau très simple, Excel de base, mais entrée-sortie. C'est l'expert comptable qui fait le reste de la gestion. Et en fait, moi, j'envoie tous les mois un récapitulatif de mes factures, que ce soit entrée, sortie, et également un relevé du compte bancaire. Alors, merci beaucoup. Une autre question de Johan. Également, pourriez-vous nous indiquer quel est le montant approximatif des assurances à prévoir pour l'entreprise? Merci d'avance. Alors, en termes d'assurance, sur la première année, si je ne me trompe pas de tête, c'est aux alentours de 5 000 euros sur l'année, qui est divisé voilà, que je paye en trimestre. Et ça, voilà, un minima, c'est un forfait minima. Après, vous pouvez très bien, je pense, trouver peut-être moins cher ou plus cher. Voilà, j'ai eu différents retours d'assureurs sur ce sujet. Et ça m'a permis d'avoir l'assurance RC décennale et civile.
Super. Une autre question de Florian. Bonjour, utilisez-vous le BIM dans le chiffrage de vos projets? En fait, j'ai pas pour l'instant les compétences pour réaliser des missions spécifiques BIM, comme on a vu dans les différents types de missions développées dans le webinaire. Le seul lien moi que j'ai, c'est en lien Revit. Mais je fais pas de BIM manager voilà, au sein de ma structure. Merci Nicolas pour ces précisions. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, une autre question de Johan. Pourriez-vous nous indiquer quel est le montant moyen des opérations que vous traitez cette première année? Alors la première année, c'est plutôt des opérations à plus petite taille. C'est vrai, comme j'ai indiqué, je continue, on va dire, les projets que j'avais en cours chez mon ancien employeur. Donc c'est des projets de plus grande taille. Mais là, sur les nouveaux projets que j'ai au nom de ma société A plus Eco, c'est des projets qui varient de 200 000 euros à 1 million, on va dire 1,5 million, 2 millions maximum. Donc c'est des projets qui sont considérés sur Paris de petite taille, considérés en Bretagne de grande échelle, quand ça va entre 1 et 2 millions. Voilà, c'est ce type de projet actuellement sur lequel je réponds parce que j'ai pas encore les moyens pour répondre sur des projets de plus grande envergure. Alors, une autre question de Céline. Y a-t-il un diplôme minimum demandé par les assureurs pour créer son entreprise? Il y a pas de, il y a une présentation, il y a une présentation de la société à fournir avec le diplôme. Moi, j'ai un bac plus 2, donc c'est un BTS études économie de la construction. C'est vrai que j'ai pas eu une demande spécifique de diplôme minimum pour l'assurance. Mais il y a eu une présentation, j'ai dû faire une présentation de moi et de ma société avec mes compétences. Alors, y a-t-il d'autres précisions ou d'autres questions qui pourraient arriver? Alors, une autre question de Marion. Est-ce que le PQTech vous est souvent demandé? C'est vrai que dans les candidatures, dans le domaine privé, non, mais c'est vrai qu'en marché public, très souvent demandé, que ce soit l'OPQTech ou même l'OPQ IBI. Mais c'est un objectif à moyen terme d'avoir minima cette qualification-là sur certaines tâches déjà réalisées. Super, merci Nicolas. Ah, il y a une question que je n'avais pas vue, une question de Monsieur Maxime Cellier. Euh, Comment fais-tu pour évaluer le montant de ta prestation, forfait, pourcentage ou temps passé? Alors aujourd'hui, sur le type de projet sur lequel j'interviens, c'est plutôt au temps passé, parce que c'est vrai que le forfait ou le pourcentage, oui, le pourcentage sur des opérations à plus grande échelle, ne représente pas vraiment la réalité des choses. Et c'est vraiment au temps passé que je calcule par phase et suivant les tâches à réaliser, et qui me permet aussi d'être cohérent dans ma réponse et être cohérent vis-à-vis des architectes notamment. Il nous reste encore quelques minutes. C'est le moment pour les dernières questions. Après, vous aurez aussi les contacts de Claire et de Nicolas si vous avez des questions complémentaires. Et nous organiserons dans un deuxième temps un deuxième épisode qui s'intitulera Pourquoi adhérer à l'Intech avec les avantages et voilà, les services que nous vous proposons, donc qui pourront aussi vous éclairer sur des moyens ou même
des choses mises en place pour vous aider dans la création de votre entreprise et aussi des bonnes pratiques qu'on peut vous apporter. Donc ça, les informations vous seront communiquées par mail et vous pourrez bien sûr vous inscrire comme à ce premier épisode d'aujourd'hui. On va attendre encore quelques secondes ou une petite minute et si nous n'avons pas d'autres questions, nous pourrons, je pense, Claire, Et oui, clôturer oui, ce je reprendrai. Oui, Voilà, on pourra laisser le dernier mot à Nicolas. bien sûr. Donc, pour respecter Voilà. le timing, parce que. Donc, pas d'autres questions? Ah, si, une dernière question, je pense. Du coup, combien prends-tu à l'heure pour tenir ton objectif annuel? Si c'est une information qui est possible de diffuser, Nicolas. Bah, en fait, c'est difficile de le dire par rapport à un objectif annuel, mais sur les taux horaires, c'est vrai que ça varie en ce moment entre 70 et 90 euros de l'heure, si je peux donner une tranche. Merci, Nicolas. Je pense que ça répond à la question de Maxime. Mais voilà, sur un objectif annuel, c'est plutôt au nombre de missions parce que c'est vrai que chaque mission est différente. On peut très bien intervenir juste sur une partie estimation au démarrage d'un projet ou voilà, la partie descriptive ou la partie suivi administratif de chantier. C'est plutôt l'accumulation de toutes ces missions qui est à prendre en compte dans l'objectif annuel du chiffre d'affaires. Super. Donc, je pense que c'est la dernière Bien. question. Moi qu'il y en a une autre. Non, très bien, merci. Bien, nous allons pouvoir conclure, j'imagine. Donc, Ah, si, Nicolas, as-tu regardé pour reprendre une entreprise? Question de Monsieur Fournier. Oui, ça a été oui. Je l'ai regardé, je le regarde toujours. C'est un questionnement pour moi. Pour l'instant, je peux pas. Ça a été aussi une question sur laquelle je me suis posé, mais j'ai pas assez d'informations pour dire si je vais aboutir sur ce principe-là ou pas. Mais c'était une de mes idées à un moment donné. Ça reste toujours une idée, donc il faut que j'échange encore sur on va dire je sais plus comment on appelle ça par rapport à la session d'activité, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Mais j'ai pas, voilà, c'était une idée aussi et faut y penser pour les économistes parce que c'est vrai qu'il y a quand même des cabinets qui existent et voilà, qui s'arrêtent et qui sont à reprendre. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense que ça répond à la question de Monsieur Fournier. Très bien. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure, à moins qu'il y ait une dernière question qui apparaisse. Non, je ne pense pas. Claire, je te laisse reprendre la clôture. Oui, merci. Merci, Charline. Donc, du coup, Nicolas, en conclusion, donc un dernier mot, un dernier conseil pour ces futurs créateurs d'entreprises. Donc, je te laisse la parole. Oui, déjà, je remercie déjà l'Intech, particulièrement voilà, Claire, Charline et Sofiane, ouais, de m'avoir permis de partager cette expérience. Pour moi, c'était intéressant, voilà, de partager. Après, ce webinaire, ça donne mon ressenti sur la création. Après, chaque personne le vit différemment et rencontre différentes complexités. Après, mon conseil, c'est de ne pas hésiter à échanger avec son entourage, que ce soit personnel ou professionnel, voire même avec l'Intech qui est présent pour accompagner les économistes. Se poser des questions, avoir une réflexion avant le lancement est important, car en définitive, c'est un choix de vie, une nouvelle étape qui, pour moi, a été une super étape qui est toujours, voilà, c'est attrayant. Et moi, je vous remercie tous voilà, d'avoir participé à ce webinaire. Bien, merci à toi Nicolas d'avoir joué le jeu sur ton témoignage. Merci à toi Charline également.
Vous, auditeurs, j'espère donc que ce WebTech vous aura été utile et agréable et donc il suscitera de nouvelles vocations. Merci à tous et bonne journée. Merci à tout le monde. Passez une très bonne journée.